Voilà. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 29 avril, en tout cas pour l'hémisphère nord. Non, pas l'hémisphère nord, enfin, je suis complètement perdue, je viens d'arriver au Canada, désolée. Pour ce côté de la planète, en tout cas. Mardi 29 avril et c'est le webinaire, il me semble, éco-anxiété, animisme et reliance et voilà, que j'offre pour là, je sais pas, 5 ou 6e fois. En général, on a un bon petit groupe. Là, il y en a un peu moins, il y a des gens qui reviennent, donc c'est super. Souvent, ça apporte, des conversations, riches, donc voilà, donc j'espère, que ça sera le cas aujourd'hui. Hem donc je me présente, donc je suis Hazel Volk, française. Je voulais juste prendre mon livre que j'ai oublié de prendre. On va essayer de pas tout faire tomber au passage. J'ai complètement oublié. Super ordonné, hein, comme d'habitude. Voilà, Hazel Volk, auteur du livre La sagesse des ancêtres. Je montre le livre simplement parce que ce webinaire est inspiré du livre ou le livre est inspiré du webinaire, je sais pas, mais en fait, je parle des mêmes choses. C'est juste que là, il y a 250 pages qui traitent le sujet, donc si jamais vous ne l'avez pas lu, ça peut être pas mal. Euh, avec un deuxième livre en cours, ou en tout cas en tête, de toute façon. Euh, donc, Hazel Volk, pas du tout experte, enfin, pas du tout experte, pas du tout, je suis pas historienne, je suis pas anthropologue, je suis pas psychologue, je suis rien de tout ça, je suis juste quelqu'un qui partage de ses expériences, sa passion, sa spiritualité avec un public plus large. Aussi praticienne en guérison avec les ancêtres. Voilà, enfin, tout est expliqué sur mon site, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui m'amène aujourd'hui à faire ce webinaire, déjà, je suis contente d'être revenue dans l'hémisphère nord. Ça me permet de travailler aussi avec le Canada et les États-Unis, parce que j'étais en Australie pendant un moment et le décalage horaire rendait les choses compliquées. Donc, je suis originaire du nord de la France. Euh, et vers l'âge de... Par où je vais commencer? Originaire du nord de la France, mais avec un sentiment, comment dire? Toujours un sentiment d'appartenance à la terre, mais avec une intention de recherche généalogique parce que j'avais certainement un manque de sens d'appartenance au fond de moi, peut-être à mes racines. Quelque chose qu'à l'époque je comprenais pas évidemment, mais là, du haut de mes 40 ans, je comprends qu'il y avait une recherche oui, de sens d'appartenance plus large, à quelque chose de beaucoup plus large qui était au-delà des limites de ma famille, au-delà des limites des terres que j'habitais, mais quelque chose de plus, voilà, à la terre, au vivant et peut-être même à quelque chose de subtil. Et donc, je réalise après les années, maintenant qu'on a le vocabulaire autour de ça, que en fait, depuis le plus jeune âge, j'étais éco-anxieuse. Enfin, je suis éco-anxieuse de toute façon, au quotidien. Et que en fait, ma façon de rechercher ce sens d'appartenance, finalement, c'était ma façon à moi de gérer mon éco-anxiété. Et donc, ça a commencé par mon premier salaire, acheter un appareil photo et disparaître dans la forêt pour faire de la photo animalière pendant entre l'âge de 20 et 27 ans, quelque chose comme ça. Et, heu et c'est là que j'ai appris naturellement à m'autoréguler en quelque sorte, à me sentir mieux, à me sentir bien, à trouver justement ce sens d'appartenance que je cherchais et à trouver une forme de calme intérieur aussi, enfin, au contact du vivant, au contact du non humain, clairement, c'était ça. Hem, Avec un sentiment de sécurité que je ne trouvais pas dans le monde humain, aussi. Et puis à 27 ans, je voulais voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Je me suis retrouvée dans le désert australien, où c'est pas forcément, de l'herbe plus verte, mais, du sable plus rouge, j'ai envie de dire. Mais voilà, je me suis retrouvée là-bas où en fait ma compréhension, mon appartenance à la terre et ma compréhension du vivant et de notre relation humaine au vivant a pris toute une autre dimension. Et ça s'est fait grâce donc évidemment toujours à mon lien à la terre, à l'admiration que j'avais pour la terre sous mes pieds et autour de moi, mais aussi grâce aux populations autochtones avec lesquelles je travaillais au quotidien. Je travaillais et puis enfin voilà, là-bas c'est 100, enfin pas 100, mais je veux dire c'est encore très, très, la colonisation est encore très, très récente. Donc en fait la culture est encore très, très vivante dans le centre australien, c'est ça que je voulais dire.
Et donc j'étais, voilà, balancée dans une culture que je ne connaissais absolument pas et qui m'a montré, voilà, enfin, au lieu de j'ai envie de dire, au lieu de me passionner d'un seul coup pour la culture aborigène et leurs traditions et leur culture, ce que ça m'a amené à me poser comme question, et ça c'est dans l'intro de mon livre, hein, parce que c'est ce qui a inspiré mon livre aussi, en les écoutant chanter, en les observant, voilà, en étant témoin de leurs relations vivantes, c'est ça ce qui est venu pour moi, c'est: «Mais qu'est-ce qu'on a perdu, en Occident, quoi? Qu'est-ce qu'on a perdu en Occident?» Cette relation vivant, ces chants, ces cérémonies, mais il y a pas que ça, il y a pas que ce côté spirituel, mais il y a aussi le côté de prendre soin de la terre, de cette réciprocité de relation, en fait. Donc il y a un côté spirituel, mais il y a un côté écologique aussi. Hem Et donc voilà où j'en suis arrivée aujourd'hui. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à mes voyages. Enfin, j'ai pas envie de dire mes voyages parce que je suis pas une grande voyageuse en vrai, hein. J'ai juste quitté la France pour aller m'installer ailleurs et là j'ai quitté l'Australie pour aller m'installer encore ailleurs. Mais en vrai, heu, la passion du voyage, elle est pas vraiment là. J'aime vraiment moi planter des racines quelque part et m'implanter et rester, et le désert, c'était tout sauf, durable en termes de température, en termes de changement climatique, et il y a un moment, enfin cet été qui était l'hiver en France et au Canada, c'était, là-bas, on vient de vivre, plus de 100 jours à plus de 42 degrés. Donc en fait, je suis très contente d'être au Canada aujourd'hui, je vous le dis, et c'est, pas supportable pour les locaux, et je sais pas comment ça va évoluer, voilà. Hem, j'ai des notes, hein, que je regarde de temps en temps pour pas me perdre complètement, sinon je peux parler des heures. Voilà, donc quand je parle de ce qu'on a perdu, en fait, en Occident, c'est vraiment moi j'utilise le mot déracinement, en fait. Voilà, l'Occident, on est des déracinés, point barre, à plusieurs niveaux. Beaucoup d'entre nous font déjà un travail de reconnexion et d'enracinement. Beaucoup d'entre nous sont nés avec ces capacités. Beaucoup d'entre nous ont oublié ces capacités. J'ai envie de dire que ces capacités sont pas perdues et vous comprendrez pourquoi après. Et c'est pour ça que ce webinaire existe, parce que justement, je veux rappeler que c'est pas perdu. Heu, Maintenant pour parler un peu plus généralement de cette connexion au vivant, je vais commencer. Donc là, c'était un peu ma présentation personnelle. Hem, donc la première partie de mon livre, elle s'appelle. Je sais pas comment. Je crois que ça s'appelle «Redevenir humain». Attendez, «Retrouver notre humanité?» Non, «Se souvenir de qui nous sommes», voilà, et en fait, c'est ça, je vais faire le point là-dessus. C'est très bien, hein, de venir à un webinaire sans trop le préparer parce qu'on pense qu'on s'en souvient de la fois précédente, mais en vrai, ça marche pas tout le temps. Hem, donc se souvenir de qui nous sommes, et en fait, c'est vraiment ça que je veux faire à travers mon livre et à travers mon travail de reconnexion au vivant, et heu et donc rétablir l'identité de nos lointains ancêtres, en fait, pour moi, c'est ça, c'est de se souvenir qu'en fait, au-delà de toute culture pour lesquelles on se passionne, au-delà de toute étiquette qu'on se met, au-delà de toute, spiritualité à laquelle on se rattache, ce que je veux vraiment rappeler, c'est qu'on est tous autochtones de la terre. En fait, on est tous autochtones d'un endroit sur terre, mais on est tous autochtones de la terre quoi qu'il arrive. Donc en fait, enfin, j'entends des fois des gens qui viennent me voir et qui me disent, «Je suis spécial, j'ai un don, j'entends parler les arbres», et heu et quand j'entends ça, ça me rend triste, en fait. Parce que je me dis: «En fait, il y a rien de spécial, c'est pas forcément un don». On a tous des affinités avec des entités ou des êtres différents, que ce soit les planètes, les arbres, les animaux, le lieu en soi. Hem, mais en fait, cette capacité humaine, finalement, c'est quelque chose qu'on a parce qu'on est aussi la terre, parce qu'on est né du même sol que tous les autres êtres avec lesquels on se connecte, et en fait, c'est super important de se souvenir notre place sur terre, et notre place en Occident, on est beaucoup à l'avoir oubliée parce qu'on est trop occupé à par un monde capitaliste, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais, on a oublié notre place, mais surtout on a oublié un rôle aussi, le rôle qu'on doit jouer, notre participation en fait au vivant. Et donc, je me suis complètement éloignée de mes notes, donc en fait je suis complètement paumée, mais je vais y arriver, je pense. Et en fait, ce que je voudrais rappeler, c'est que donc quand je dis qu'on est tous autochtones de quelque part, c'est qu'il y a des années, bien avant l'arrivée de l'agriculture, qui était en fonction des endroits sur terre, entre 10 000 et 5 000 ans à peu près, ou 12 000 et 5 000 ans.
on vivait tous humains. Donc quand je parle de l'humain, je parle de l'homo sapiens, hein. Homo sapiens, on a à peu près 300 000 ans, ce qui est rien dans l'échelle de la Terre. Dans l'échelle de la Terre, c'est si la Terre avait 24 heures, l'homo sapiens serait né à 22 h, non, 23 h 59 et 30 secondes, quelque chose dans le genre. Donc en fait, Homo sapiens, c'est le petit dernier qui a débarqué et qui se croit tout puissant, mais qui en vrai, bah non, pas vraiment quoi. Hem et donc quand je parle de l'humanité, je parle juste d'Homo sapiens. Mais je tiens quand même à rappeler qu'avant Homo sapiens, il y a un tas d'espèces qui nous a précédés. Notre évolution, elle se limite pas à l'humain. On remonte aux reptiles, on remonte aux poissons, on remonte à la première cellule dans l'eau il y a je sais pas combien de milliards d'années. Donc en fait, quand je parle de l'humanité, je vais parler juste des 300 000 dernières années et donc jusqu'à à peu près 12 000 ans, donc à nouveau ce qui est rien du tout sur l'échelle d'Homo sapiens lui-même. Quand même il y a, les 10 000 dernières années, on a commencé à se sédentariser, donc à rester sur place, quelle que soit la raison, un changement climatique ou autre, mais à commencer des sociétés, à faire des lois, à faire des règles, et c'est l'arrivée de l'écriture qui a, d'après ce que je comprends, ce que j'ai lu, l'arrivée de l'écriture a bousculé encore plus de choses parce qu'on est vraiment passé du cerveau droit au cerveau gauche. Ça a changé notre façon de percevoir le monde. Donc on a commencé à interpréter le monde à travers des mots et des images plutôt qu'à vivre le monde en soi. Voilà. Alors que quand on était, heu, j'ai pas envie d'utiliser le mot autochtone, mais quand on vivait dans notre milieu naturel, le monde, on le vivait au quotidien. On en faisait l'expérience directe, en fait. Et quand je parle de faire l'expérience directe du monde, hem, c'est-à-dire qu'on était depuis des millénaires, depuis la nuit des temps, quelle que soit l'espèce, quelle que soit la forme que nos ancêtres avaient, on était accoutumés justement aux forces vitales, aux énergies de la terre, aux vibrations, aux cycles, au rythme de la terre. On dormait sous les étoiles depuis, sous l'eau ou sous les étoiles depuis la nuit des temps, en fait. Et se sédentariser d'un seul coup, c'est comme si, on changeait, quelque chose au niveau de l'ADN. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme, quoi, dans nos habitudes, mais aussi dans notre façon, en fait, de relater, si ça se dit en français, d'être en relation au vivant. Voilà. Donc voilà, on était en immersion totale et donc notre compréhension du monde, nous permettait en fait, on avait cultivé depuis la nuit des temps des sens que potentiellement, à coup sûr même, on a perdus en se sédentarisant. En vivant entre humains uniquement, en se sédentarisant, en s'abritant, donc en dormant, construisant des maisons, des immeubles, des routes en béton, on a commencé à se séparer petit à petit, des éléments naturels, même si tout ça c'est fait d'éléments naturels, attention, hein, tout ce qui est sur terre est fait de la terre, hein. Voilà l'histoire de la Genèse, oui. Et en fait, en se sédentarisant, on a coupé nos sens, en fait, du rythme naturel de la Terre. Et ce que ça fait, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de millions d'années ou de milliers d'années plus tard, ben, il y a quelque chose qui nous manque, en fait. Il y a des sens qui nous manquent pour percevoir certaines choses. Il suffit de penser aux oiseaux ou aux animaux qui sentent un tsunami, qui sentent une tempête, qui sentent une éclipse ou un orage et qui s'en vont et se mettent à l'abri bien avant que ça se passe. Nous, en fait, il y en a quelques-uns qui se disent: il y a quelque chose qui va se passer, je sens qu'il y a j'ai un mauvais pressentiment pour aujourd'hui». Il y en a d'autres qui se sentent rien arriver, quoi. Donc ces sens, et ce que je veux dire, c'est voilà notre intuition, mais il y a certainement d'autres sens qu'on avait, qu'on a oubliés. Hem et donc cette immersion dans le vivant, hem, nous, mon cerveau revient. Cette immersion dans le vivant, donc il y avait voilà, on était entouré d'êtres de toutes formes, de toutes tailles, visibles, invisibles. C'était même pas séparé, en fait. Quand moi j'entends parler, les peuples autochtones, en tout cas en Australie pour le moment, de d'ancêtres et d'esprits, ça me viendrait même pas à l'idée d'aller les voir et de leur demander s'ils croient aux ancêtres et aux esprits. Enfin, je pense qu'on me regardait avec des gros yeux, enfin ça me viendrait même pas à l'idée d'aller demander, quoi. Que j'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent: «Ah, tu crois aux ancêtres, tu crois aux esprits, tu crois que c'est vrai?» Je dis: «Non, en fait, j'y crois pas, je sais que c'est vrai parce que j'en fais l'expérience directe, en fait». Donc on est au-delà de la croyance et en fait, c'est ça que ça veut dire l'animisme. Le mot animisme, c'est quelque chose qui a été inventé récemment, je crois 18e siècle, mais quand on parle d'animisme, on parle de force vitale qui est en toute chose. Même le mot chose, je l'aime pas, mais qui est en toute.
heu, en tout être ou en toute entité. Et souvent, on pense même à une âme qui habite un objet, mais c'est même pas ça, ça va au-delà de ça. C'est au-delà peut-être du concevable, mais est-ce que c'est pas l'objet qui habite l'âme? Est-ce que c'est pas l'âme du monde qui est juste énorme et qui est pleine de petites âmes? Enfin, je veux dire, comme un corps qui fonctionne, on est plein de petits écosystèmes à l'intérieur, donc pourquoi, voilà, une âme serait séparée des autres âmes? Âme, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est pareil, est-ce que ce sont des énergies? Qu'est-ce qu'est la conscience? En fait, je ne veux pas entrer dans les détails, hein. De toute façon, j'ai pas la réponse, donc comme ça, c'est réglé, mais est-ce qu'il y a même besoin d'une réponse? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vit au quotidien dans un monde où les énergies sont juste absolument énormes et Azur, je crois que tu es mieux placé pour parler. Mais voilà, les énergies sont énormes parce qu'Azur est astrologue, donc je me permets et j'ai un astrologue absolument génial. Donc voilà, et donc je tiens, voilà, à rappeler que nous, petite Terre, on fait quand même partie de quelque chose qui est absolument démentiel. On fait partie d'un système solaire qui fait partie d'autre chose, d'une voie lactée, qui fait partie d'un univers qui est en expansion continue. Quoique ma petite sœur m'a envoyé un message pour me dire que l'univers s'était arrêté de s'étendre. J'ai pas vérifié l'info, mais Azur, je veux bien, peut-être t'en sais plus. Je peux demander à ma sœur de m'envoyer l'article, mais qu'il y avait une évolution qui s'était freinée ou quelque chose comme ça. Mais toujours est-il qu'en fait, le système solaire se déplace à une vitesse énorme, que la planète tourne, que le système solaire lui-même avance, que la Voie lactée bouge et qu'en fait, il y a pas un cheveu sur la tête qui remue, quoi. Donc je me dis: «C'est quand même assez énorme la gravité, ce que ça fait» et que toutes ces énergies, finalement, elles se rencontrent. On voit, il y a eu des flares solaires, je crois que ça s'appelle comme ça en français, mais tout ce qu'on a vu, les aurores boréales récemment qui sont descendues plus bas que d'habitude, on peut les voir maintenant, depuis la France. Heu Toutes ces énergies qui sont continuelles dans une danse continuelle, en fait. Et donc quand on parle d'esprit, de conscience, moi je vois pas ça séparé, en fait, ces énergies. Éruption solaire, merci. Je vois pas ça séparé et c'est du coup comment nous, en fait, on se souvient comment danser consciemment avec ces énergies. Parce que consciemment ou pas, on danse avec elles, hein. Mais c'est juste quand on le fait consciemment, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Hem et donc cette, heu cette façon, c'est pas une façon de vivre, mais cette vision du monde qui est finalement incarnée, hein. L'animisme, c'est clairement ça, c'est une vision du monde incarnée. Cette vision du monde incarnée, heu, elle représente pour Homo sapiens à nouveau, hein, seulement Homo sapiens, 98 de notre existence sur terre, notre histoire sur terre. Donc quand on imagine que ça fait longtemps qu'on n'a plus ça dans nos lignées, ancestrales, que ça fait longtemps qu'on ne vivait plus dans le monde naturel, et tout ça, en vrai, sur notre expérience seulement humaine, ça fait seulement 2 à peu près de notre existence. Donc en fait, c'est rien du tout. C'est hier en vrai sur l'échelle de notre histoire humaine. Et donc rien n'est perdu parce que notre ADN évidemment, se souvient, notre corps se souvient et j'ai envie de dire que l'éco-anxiété en fait, ça fait partie de ça. C'est que l'éco-anxiété, on voit ça parce qu'on voit la destruction du vivant, on voit ce qu'on appelle la solastalgie aussi, maintenant, qui a été inventé par un Australien, le mot en tout cas, mais cette destruction d'un milieu familier dans lequel on a l'habitude on avait des repères et d'un seul coup ces repères sont perturbés par les perturbations humaines en fait, les changements humains et donc pour moi l'éco-psychologie, donc l'éco-anxiété je veux dire, il y a cet aspect-là, il y a cet aspect où on est témoin de changements dans notre milieu familier, mais pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est ça, c'est que notre ADN et notre corps se souvient de cette connexion au vivant, se souvient de nos ancêtres qui vivaient en constante immersion dans le monde naturel et notre corps en a besoin, en fait. C'est qu'en fait, notre corps en a besoin, on est des animaux et si on se coupe de cette animalité, en fait, il y a un moment où le mental peut pas aller non plus. Et aujourd'hui, je vois la multiplication des syndromes et des noms, comment on appelle ça? Disorder en français, c'est désordre? Non, pas, enfin bon, toutes ces, désolée, hein, je navigue entre le français et l'anglais et Bernard, tu es beaucoup mieux que moi pour ça. Troubles, les troubles, tout merci. Tous les troubles, en fait, qui sont reconnus officiellement, toutes ces étiquettes qu'on nous donne, heu enfin, moi, j'entends sans arrêt, parler d'autisme, de troubles de l'attention, ça se multiplie, enfin, je veux dire, ça se multiplie et en fait, quand j'entends ça, on est tous sur un spectre
On est tous, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup après je veux pas mélanger le médical, je suis pas du tout professionnelle là-dedans, mais quand j'entends tout ça, je me dis: «Mais ça m'intéresse presque pas en fait d'entendre parler de ça», parce que je me dis: «Mais c'est qui?» enfin on nous donne un sens de la normalité en fait. Le sens de la normalité, c'est pas avoir de troubles, pas avoir d'anxiété et ci et ça et fonctionner dans un monde capitaliste. Mais pour moi, en fait, ça se retourne. C'est-à-dire que quand j'entends ça, je me dis: «Bah, celui qui est pas capable de fonctionner normalement et qui vit l'anxiété dans le monde dans lequel on vit, pour moi, c'est la personne normale, quoi». Parce que comment vivre dans ce monde sans s'inquiéter, sans avoir peur, sans avoir des éléments des états dépressifs, sans heu, c'est complètement logique avec cette déconnexion au vivant, avec le monde, de la façon dont il est transformé, avec la pollution. Enfin, je veux dire, je viens de traverser à nouveau la planète. En volant, j'ai fait un arrêt à Tokyo. Donc je pars de l'Australie avec un ciel bleu éclatant, parce que en habitant dans le désert, il y a zéro pollution lumineuse et au niveau de l'air, il y a rien, quoi. J'arrive à Tokyo, on voit même pas le soleil. Enfin, je veux dire, la pollution, tout était jaune et heu et en fait, la plupart de l'Asie, je pense que c'est aussi comme ça et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'on est en train de créer? Qu'est-ce qu'on a créé, quoi?» et je me souviens juste avoir vu cette luminosité, qui était vraiment étrange, pas naturelle, hein, avoir senti cette anxiété monter, quoi. Enfin, je refusais de regarder par le hublot, je refusais de regarder à travers les fenêtres de l'aéroport. J'ai préféré je me suis renfermée complètement, quoi. Et donc voilà, je vais juste regarder le chat parce que je vois que ça chatte pas mal et j'ai pas ouvert à côté de moi. Ah bah non, ça va. Hem, je jette un œil, hein, oui, on a besoin physiquement de se recharger, se ressourcer, mais en fait, tu vois, enfin, tu dis ça Nathalie et oui, pour des gens peut-être qui sont ici présents dans ce webinaire, mais il y a plein de gens qui ne le font pas parce que ça leur est complètement étranger. Je veux dire, il y a combien de personnes qui vivent dans des villes, qui ne sortent jamais des villes et qui sont, complètement, ce qu'on appelle en burn-out. C'est pareil, c'est une autre chose, burn-out, on associe ça au travail, mais pour moi, c'est clairement un non-alignement à nos valeurs les plus profondes, quoi. Et je veux dire, si on n'essaye pas des choses différentes, comment on peut même savoir quelles sont nos valeurs les plus profondes? Et cette connexion au vivant qui est nécessaire à toutes et à tous, effectivement, il y en a qui ont peut-être jamais vu une vache, quoi. Enfin, j'avais rencontré des gens à l'époque à Paris qui avaient jamais vu une vache, hein, donc c'est pas un mythe. Hem, ouais, donc je lis tout ça. Attendez, hein, j'essaie de rattraper le chat. Classification psychiatrie. Malheureusement, dans pas mal des cas, c'est difficile à contourner si on a besoin d'obtenir des oui, évidemment. Oui, bien sûr, pour trouver d'aide, mais c'est à nouveau, ça, c'est ce que j'écris dans mon livre, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que on est complètement hors sujet. Mais c'est pareil, obtenir de l'aide, moi, c'est ce qui m'attriste souvent, c'est qu'en fait, quand on a des troubles, en fait, qui sont liés peut-être ou des choses sont liées par rapport à notre déconnexion au vivant, les personnes qui nous soutiennent, elles sont dans le même bateau qui coule que nous, quoi. Et donc, comment on trouve cette aide appropriée, ou l'aide dont on a vraiment besoin et comment on trouve, les personnes capables de vraiment nous soutenir, en fait, dans nos cheminements et dans notre guérison, si une guérison est possible, quoi. Ou un apaisement ou une autorégulation. Moi, je préfère parler d'autorégulation que de guérison, en fait, aujourd'hui, parce que qu'est-ce que ça veut dire guérison? Enfin, voilà, on guérit de quoi? On n'est pas tous malades non plus, mais guérir de notre déconnexion au vivant, je sais même pas si j'aime le mot guérison en vrai, donc voilà. Après moi je balance des idées et des mots là, je suis complètement hors sujet, mais c'est pas grave. Hem, on peut en reparler à la fin, je vais ouvrir les questions. Donc voilà, la nature de notre évolution humaine qui nous a déconnectés de nos sens et en se déconnectant de nos sens finalement, est-ce que justement on n'a pas développé des troubles qui sont vraiment visibles aujourd'hui? Parce qu'on vit dans un monde qui humainement complètement tombe, et puis pas humainement seulement, c'est qu'en fait l'humanité, s'autodétruit, mais avec elle, elle emporte des milliers d'espèces au quotidien, à vitesse grand V, comme ça s'est jamais vu avant. Donc voilà, c'est ça. Donc je voulais quand même ajouter, alors le mot animisme, j'en parle pour une seule raison, c'est qu'il est souvent confondu avec le mot chamanisme. Je suis un peu anti-étiquette en vrai, hein, j'aime pas le mot animisme ou chamanisme, peu importe l'un ou l'autre, mais il est important que j'en parle parce que donc l'animisme, c'est ce que je décris depuis le début, c'est juste faire l'expérience du monde.
je trouve souvent que c'est confondu avec le mot chamanisme et je reviendrai sur ce mot après, parce qu'en fait, ce que je reviendrai après. Pour l'animisme, ça décrit cette connexion au vivant qu'on a, cette expérience du monde et les peuples qui continuent à vivre en accord avec cette connexion au vivant. J'avais mis, je crois, une définition qui peut-être serait utile de lire. Donc en fait, ouais, c'était ça que je voulais dire, c'est souvent quand on tape sur Google, on s'aperçoit que c'est souvent qualifié comme religion. Or, l'animisme, c'est pas une religion ni un système de croyance, pas du tout, c'est une façon de percevoir le monde. Qu'est-ce que je dis ici? Qualifié souvent de religion, cette vision découle d'une expérience personnelle directe vécue à travers le corps et constitue une réalité, un ensemble de valeurs qui ne peut être remise en question. Donc c'est une évidence en fait. Hem Et j'aimais bien ce que disait, le podcasteur, mythologue en français, je crois que ça se dit comme ça, Josh Ray, que la croyance se pose une fois que l'on s'est extrait de la sphère relationnelle et que l'on est déjà dans le domaine de l'abstrait, de l'abstraction. Ça vous parle? Donc en fait, quand on croit à quelque chose, on s'est déjà retiré en fait de la relation avec quelque chose. Voilà. Que l'animisme, c'est plutôt l'opposé en fait, hein, à ça. Et j'ai mis l'animisme présente une compréhension de ce qu'est le monde à travers un contexte émotionnel et cosmologique, un mode de relation entre les formes de vie ressenties à travers l'usage des sens. Donc voilà, pour l'animisme, ce que je voulais, mettre en avant. Et donc, perdre la sensibilité qu'on a perdue en Occident, pour beaucoup d'entre nous, je fais des généralités ici, attention, hein. Perdre cette sensibilité, perdre cette relation au corps, perdre cette connexion à nos émotions et perdre cette reconnaissance, envers l'invisible, en fait, ça a entravé nos capacités à compatir, à vivre en empathie avec. Hem, donc voilà. Donc nos relations sont coupées et c'est sûr que si on est coupé du vivant et coupé de nos sens, et ben, on traite les autres de la même façon. Si on n'est pas capable de compassion et d'empathie, on peut pas envers soi ou envers le vivant, si on n'apprend pas ces relations ou ces qualités relationnelles, ces valeurs relationnelles, forcément ça va influencer la façon dont on traite en fait, on se traite les uns les autres, humains et au-delà de l'humain. Cette façon dont on utilise le monde vivant comme ressource, voilà, plutôt que comme, hem, parenté en fait et un lien de parenté. Les peuples qui vivent encore dans le monde naturel ou encore selon des valeurs animistes, j'ai envie de dire, parce que vivre dans le monde naturel, il y en a plus beaucoup, mais qui vivent encore selon ces valeurs animistes, ont un lien de parenté, ce qu'on appelle souvent totémisme dans l'Occident, ont un lien de parenté avec le vivant. Ce lien de parenté, ça veut dire que l'arbre, voisin, je le considère comme, un parent, un frère, il a une relation particulière avec moi, mon clan, ma famille, enfin peu importe, mais en attendant, le couper, c'est même pas possible dans la pensée parce qu'en fait, c'est comme si on nous demandait d'exterminer un membre de la famille humaine, heu, ce qui est pas possible non plus. On n'y penserait jamais. Donc en fait, aller penser à se débarrasser d'un être autre qu'humain, on n'y pense pas non plus dans le sens où cet être fait partie de notre vie. Sauf si c'est pour se nourrir et à l'époque, il y avait une gestion pas une gestion, si peut-être une gestion raisonnée en fait des ressources, alimentaires en tout cas, parce que si on enfin moi je m'y connais pas du tout en chasse, mais je sais que dans la chasse traditionnelle, on va pas aller tuer, une femelle ou un mâle, je sais plus, mais voilà, il y a toute une relation où on va pas tuer n'importe quel animal. L'animal est choisi en fonction de son rôle. Donc si c'est une femelle plus âgée ou un mâle plus âgé qui est plus en mesure de donner vie, de maintenir l'espèce en vie, elle va être, la priorité certainement sur la chaîne alimentaire, voilà, humaine en tout cas. Et je me demande d'ailleurs si c'est seulement humain. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Voilà. Hem, donc l'animisme ne peut pas être forcé. C'est une autre chose que Josh Ray, le mythologue que j'aime suivre, a aussi dit. Se relier au vivant va au-delà des croyances, des câlins aux arbres et des autres pratiques, ça c'est une phrase de mon livre,
et d'autres pratiques New Age. Un retour à la Terre implique de remettre en question notre conditionnement relationnel, de réconcilier notre existence quotidienne avec elle et celle de nos ancêtres, et de permettre à notre héritage ancestral et naturel d'inspirer, voire d'informer notre trajectoire de vie. Voilà, pour l'animisme. Je fais un tour sur les notes. Donc pour moi, l'animisme, c'est savoir ralentir et savoir prendre le temps de se connecter à notre biorégion. Biorégion, c'est là où on habite, plutôt que partir en fantaisie sur, aller faire un safari, en Afrique. Qu'est-ce qui se trouve en fait juste au pas de chez nous? Quelles fleurs sont présentes? Quelles plantes sont présentes? Quels animaux? Quelle est notre responsabilité en fait dans cette chaîne du vivant? Quelle est notre participation consciente en fait? Voilà, si je sais qu'il fait chaud et qu'il y a pas d'eau, ben, voilà, aller mettre un bol d'eau. Moi, j'ai accès à l'eau parce que je suis humaine et qu'on a développé des systèmes qui me permettent, ben, moi, aller servir de l'eau aux oiseaux, aller arroser les plantes. C'est des choses qu'on fait naturellement maintenant, en tout cas pour les plantes, mais penser à mettre un bol d'eau pour les oiseaux, les animaux, ramasser les déchets, enfin, je veux dire, il y a plein de façons de s'investir. Moi, je chante pas pour les plantes, mais je connais des gens qui chantent à leur jardin et la différence, elle est là, quoi. Ça fait la différence, c'est incroyable. Hem Il y avait autre chose et c'est ça que je voulais ajouter, ouais, voilà, c'est revenir à une vision animiste, c'est retrouver ces valeurs où l'humain est acteur du vivant. Donc acteur, participant avec le vivant et on a souvent cette vision de faut tout laisser naturel, faut arrêter, la gestion des terres et tout ça, mais en vrai, les peuples autochtones, enfin moi je l'ai vu en Australie, ils brûlaient en fait, ce qu'on appelle ça des brûlis ou de l'écobuage, il me semble. Mais l'écobuage, donc brûler des parcelles de terrain pour préserver la terre. Il y a des coups de marteau derrière, je ne sais pas si vous pouvez les entendre. Ça va? OK, super, merci le zoom, c'est génial. Ça me perturbe assez, hein, je vous le dis, mais tant que vous les entendez pas, ça me va. Heu, L'écobuage, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis, je ne sais pas combien de temps, mais la nuit des temps en Australie, où des parcelles de terre sont brûlées pendant l'hiver, pendant les jours les plus froids, comme ça, en fait, en été, pendant l'été qui est brûlant, s'il y a des feux pas nécessairement de forêt parce que c'est pas toujours de la forêt, mais des feux naturels ou des feux sauvages, enfin des feux de forêt, vous m'avez compris, naturels, oui, il y a ça arrête de se répandre, en fait. Quand on brûle une parcelle, ça ne se répand pas, ça fait une espèce de barrière et donc les autochtones faisaient ça, les aborigènes faisaient ça déjà depuis longtemps et il me semble que j'ai lu un truc sur les Celtes aussi, mais je veux pas dire de bêtises. Mais quoi qu'il arrive, en fait, les peuples autochtones laissent pas le monde vivant en friche, quoi. C'est pas vrai. On vit avec le vivant, on fait partie du vivant depuis la nuit des temps. Quand on est en relation avec le vivant, on comprend le besoin du vivant. Je suis pas maman, mais quand on a des enfants, quand ils arrivent à l'âge de 10 ans et qu'on a l'habitude d'être maman, j'imagine très bien qu'on connaît les besoins de nos enfants. Si l'enfant pleure, si l'enfant est en colère, si l'enfant a ci, a ça, a ça, on va savoir de quoi l'enfant a besoin pour s'autoréguler ou pour se réguler ou pour se co-réguler avec la famille. Quand on vit dans son espace naturel depuis la nuit des temps, on est capable de voir ce que la terre autour de nous, ce dont elle a besoin pour être en meilleure santé et j'imagine vice versa, quoi. Donc voilà. J'ai l'impression que je parle de choses que j'ai pas dites avant, donc c'est bien, ça me va bien. Hem, Tout ça je continue, donc l'éco-anxiété, bah, du coup, j'en ai déjà parlé. Hem Alors, je ne sais pas si l'éco-anxiété, tout le monde est familier avec ce mot, mais je mets l'éco-psychologie étudie l'impact émotionnel et psychologique de la connexion du monde naturel que l'humanité a vécu et continue à vivre. Nous faisons partie intégrante de la nature et il nous est impossible de nous en extraire. L'illusion que nous le pouvons, euh, l'illusion que nous le pouvons ne peut que causer des troubles tant personnels que collectifs et systémiques. C'est pourquoi je vois dans la quête qui mène les Occidentaux vers les pratiques d'autres cultures un besoin profond de se relier au monde naturel, souvent confondu avec les pratiques chamaniques. Donc je l'avais déjà dit en début. Et c'est là que j'ai envie de parler du chamanisme.
Euh, moi, j'ai commencé par un stage chamanique. Enfin, mon ouverture sur le monde spirituel s'est fait par un stage où j'ai commencé à taper du tambour et j'ai découvert que je pouvais accéder à d'autres choses, hein. C'était il y a, je sais plus, 15 ans, je sais plus exactement. Mais, euh, mais donc aujourd'hui, voilà, je ne vais pas m'étendre sur le chamanisme, hein, du tout. Mais pour moi, le terme chaman, il est utilisé à tout va, beaucoup par, euh, comment dire, parce que je veux être sûre que ce soit pas perçu par comme un jugement, ce que je suis en train de dire ici. Attention, c'est pas un jugement du tout, c'est une constatation. Et c'est, enfin voilà, une constatation parce que je travaille depuis 2020 constamment avec des gens qui travaillent avec moi, avec leurs ancêtres, et il y a vraiment cette constatation qui s'est faite, quoi. Et c'est que souvent, il y a cette confusion avec je suis chaman parce que j'entends le monde invisible. Je suis chaman parce que j'ai un pouvoir guérisseur. Je suis chaman, on s'appelle chaman à tout va. En fait, dans les peuples autochtones, ça se passe pas du tout comme ça, hein. Enfin, de ce que j'observe déjà, celui qui est chaman, il va pas le crier sur les toits et souvent, pas chaman, il y a pas des chamans dans toutes les tribus, ça s'appelle pas comme ça partout, mais la personne médecine en tout cas, heu moi de ce que j'ai observé dans le centre australien, il y a une forme de fierté d'être comme ça, mais il y a aussi une forme de, c'est une charge en fait, hein. C'est une charge. C'est-à-dire qu'il y en a pas qui se réveillent le matin et qui vont dire: «Je vais être chaman aujourd'hui». C'est quelque chose qui leur tombe dessus et il y en a beaucoup qui ont pas envie de le faire, quoi. Enfin, il y en a qui vont le dire, il y en a qui vont le cacher et qui vont agir s'il se passe quelque chose, mais c'est pas quelque chose à porter à la légère, c'est pas quelque chose dont on se c'est pas des pouvoirs dont on se sert, légèrement. Et je l'explique dans mon livre. Je crois que dans mon livre, il y a 2 fois le mot chaman, ou 3 fois maximum. Et je mets le terme chaman désigne traditionnellement le rôle de celui ou celle qui s'engage dans des activités rituelles au service des autres et de la communauté afin de rétablir l'équilibre, d'apporter une guérison ou des réponses. Le chaman désigne ainsi la manière dont cette personne navigue rituellement entre les mondes pour interagir avec les énergies et accéder aux sagesses ancestrales. Je le lis parce que je trouve que c'était bien écrit et que j'ai pas de meilleurs mots pour le décrire. Donc le néo-chamanisme trouve ses racines dans la quête contemporaine de sens, d'équilibre et d'appartenance au monde naturel, donc en réaction à notre déconnexion au vivant. Donc c'est ce que j'explique depuis le début. Mais la relation profonde du chaman avec le vivant, c'est ce qui lui confère en fait les compétences, les connaissances et les sagesses pour naviguer les multiples dimensions de notre monde. Et quand je parle de cette relation au vivant, à nouveau, c'est pas parce que moi j'ai passé, je sais pas combien d'heures dans la forêt, et que je peux, ressentir 10 chevreuils autour de moi sans même savoir comment je les ressens parce que je les ressens. C'est pas pour ça que j'ai des pouvoirs magiques et que je vais m'appeler chamane. Ça fait pas de moi une chamane, quoi. Quand je parle de relation profonde du chaman avec le monde vivant, c'est-à-dire que ça fait des générations ancestrales que le chaman, que la personne en tout cas qui a le rôle du chaman, a des connaissances pointues du vivant dans toutes ses subtilités, heu, dans toutes ses dimensions. Et David Abraham, faut que je t'en parle, Bernard. Pardon, excuse-moi, excusez-moi. Je viens de découvrir David Abraham, c'est un de mes auteurs préférés. Son livre, il est traduit en français, The Spell of the Sensuous en anglais, en français. Nathalie, tu l'as? Je sais que tu l'as. Euh, le monde, Excuse-moi, tu peux répéter parce que j'étais en train de David finir. Abraham, il me semble que c'est le livre que je t'ai offert d'ailleurs, David Abraham en français, tu sais. Je retrouve, attendez, parce que c'est un livre à lire. David Abraham, français, si je tape. Tu connais, Bernard, la version française de The Spell of the Sensuous? Non, je l'ai. Comment la Terre s'est tue? Hmm, ouais. Désolée, je me suis permis de prendre mon téléphone pour regarder pendant un webinaire. Je ne sais pas si ça se fait, mais ça s'est fait naturellement. Comment la Terre s'est tue? Je vous conseille vraiment ce livre. Et, euh, et je pense que Bernard est parti chercher son livre, le connaissant. Euh, et je viens de découvrir ce matin, j'ai reçu un texto pour me dire David Abraham, il est à 1 heure de chez toi cet été pour une retraite. Et donc Bernard, voilà. Euh, David Abraham explique que, donc je vais lire une citation que
J'ai traduit moi-même, donc je ne sais pas si dans le livre en français, il sera traduit comme ça, mais l'incapacité de l'anthropologie à discerner l'allégeance du chaman envers la nature non humaine a conduit à une curieuse situation dans laquelle de nombreux individus en quête de compréhension spirituelle s'inscrivent à des ateliers consacrés aux techniques de guérison chamanique. Le chaman est devenu, le chaman en est, le chamanisme en est venu à connoter une forme alternative de thérapie et la préoccupation de ces nouveaux praticiens du chamanisme populaire est la compréhension de soi et la guérison. Ce sont certes des objectifs nobles, enfin je ne sais pas si ça en est, mais bref, mais ils sont secondaires et dérivés du... C'est ces mots, hein, c'est pas les miens. Euh, mais ils sont secondaires et dérivés du rôle principal du chaman traditionnel, un rôle qui ne peut être rempli sans une exposition prolongée et continue à la nature sauvage, ses modèles et ses vicissitudes. Imiter les méthodes du soin du chaman traditionnel sans connaissance intime de la communauté naturelle au sens large ne peut que remplacer les symptômes que l'on cherche à soigner par d'autres, ou déplacer la source du mal-être au sein de la communauté humaine. C'est cette phrase-là qui m'avait frappée. Euh, Donc voilà. Donc est-ce que voilà, quand on utilise des techniques chamaniques pour finalement peut-être combler un vide, qui est ce vide viscéral de reconnexion au vivant, hein, ce besoin, sans le savoir, sans savoir ça, est-ce que finalement taper du tambour et jouer au chaman, ça amplifie en fait cette blessure profonde. Euh, donc voilà, l'importance d'écouter la terre sous nos pieds, donc j'en ai parlé, la biorégion. Et j'ai envie de dire, voilà, pour conclure, et je crois que c'est une phrase de mon livre aussi, rappelons cependant que nous sommes tous des citoyens de la Terre, tous descendants de la même biosphère, de traditions et de cultures ancestrales plus respectueuses du monde vivant. Nous avons tous la capacité innée de percevoir les mondes invisibles ou subtils. Cela ne fait, j'aime pas le mot invisible parce qu'en vrai, les mondes invisibles, ils sont pas invisibles pour ceux qui peuvent le percevoir, qui peuvent les percevoir. Donc voilà, c'est étrange. Cela ne fait pas de nous des êtres spéciaux, mais simplement des êtres humains. Nous n'avons pas besoin d'un statut spécial de guérisseur, chaman, sorcière ou mystique pour justifier ou légitimer notre dévotion, notre célébration, notre capacité à entendre les voix de la terre ou à parler aux esprits. Nous avons hérité de cette capacité de nos ancêtres et avons tous le potentiel de raviver avec un peu d'entraînement, de présence, d'intention, d'attention et de constance. Le défi dans un monde où les pratiques et les rituels de nos ancêtres se sont perdus au fil du temps est de s'inspirer des cultures traditionnelles du monde sans se les approprier pour réapprendre à écouter la terre qui se trouve sous nos pieds. L'appropriation culturelle pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Ah oui, ça c'est une autre chose qui est... je ne vais pas vraiment m'étaler dessus, mais l'appropriation culturelle, c'est quelque chose qui est très très critiqué par les peuples autochtones. Donc, pour moi, j'ai vu les aborigènes en Australie, euh, mais je travaille pas mal avec aussi des peuples autochtones, en tout cas en Amérique, que ce soit Canada, enfin plus États-Unis d'ailleurs. Et enfin, les voix sont communes là-dessus, hein. L'appropriation culturelle, c'est quelque chose. En fait, moi, j'appelle ça colonisation spirituelle hein, dans mon livre. Et il y a beaucoup de chamans, il y a beaucoup de chamans ou de peuples autochtones qui partagent avec le monde. Mais pour moi, il y a un gros danger si ces peuples, en fait, ou si ces personnes, euh, moi j'ai été témoin quand même de plusieurs personnes qui étaient un peu dans le New Age, personnes autochtones en Australie, qui étaient dans le New Age et qui partageaient largement avec tout le monde leur culture. Ces personnes, c'est pas, je ne sais pas pour quelle raison, et ça ne me regarde pas, et j'ai pas envie d'en parler ici, parce que c'est pas à moi d'en parler, mais étaient souvent rejetées de leur tribu, rejetées de leur clan, rejetées de leur groupe. Parce que des secrets étaient divulgués, parce qu'il y avait un non-respect de la culture. Euh, et donc, il y avait quelque chose qui se passait à ce niveau-là. Donc, ça créait des troubles au sein même du clan. Donc, en fait, quand on s'approprie en tant qu'occidentaux, quand on va vers des chamans extérieurs à notre culture, ou des... je vais sortir du mot chaman, mais quand on va vers
des peuples extérieurs à notre culture, c'est bien d'y aller en conscience, en fait. De se dire, voilà, quelle est la légitimité de cette personne de partager avec moi ce qu'elle partage? J'ai eu des expériences personnelles qui m'ont j'en parle dans mon livre, des expériences personnelles qui m'ont beaucoup touchée à ce niveau-là, en tout cas une. Quelle est la légitimité de cette personne en face de moi? Est-ce que cette personne, en fait, a la validation de son clan, de cette tribu ou de sa tribu pour partager avec moi ce qu'elle est en train de partager? Est-ce qu'il y a une reconnaissance des ancêtres, mais surtout des ancêtres sur les terres, des terres sur lesquelles cette personne se trouve là, à l'instant T? Est-ce que cette personne qui amène cette connaissance de l'autre bout du monde, sur les terres sur lesquelles je me trouve ou on se trouve aujourd'hui pour cet atelier ou autre, est-ce que cette personne honore en fait les ancêtres des terres sur lesquelles elle se trouve aujourd'hui pour faire cet atelier? Moi, ça serait un gros drapeau rouge, red flag, si ça se faisait pas. Et ce que je trouve le plus important aujourd'hui, c'est est-ce que cette personne qui vient d'une culture autochtone, ancestrale, qui est prête à partager avec moi ses traditions, ses cultures, cette sagesse, est-ce qu'elle me rappelle à moi que moi aussi j'ai des ancêtres? Est-ce qu'elle me rappelle à moi que mon but de cet atelier, c'est pas d'apprendre ses chansons à elle, de sa culture, mais c'est bien d'écouter la terre qui se trouve sous mes pieds et d'apprendre les chansons ma relation en co-création avec la terre qui se trouve. Parce qu'il y a quelque chose qui est important de se souvenir là-dedans, c'est que toute culture, tout rituel, toute cérémonie, tout langage est né d'une co-création entre l'être humain et la terre dans laquelle l'être humain a évolué. Et donc aller chercher une tradition, j'en sais rien moi, Lakota, aborigène ou autochtone d'ailleurs, ça fait aucun sens si on n'a pas cette compréhension que la culture, Lakota, aborigène ou d'ailleurs, elle est née en co-création entre l'humain et la terre de là-bas, en fait. Mais si cet atelier ou cette sagesse me rappelle qu'en fait, c'est le cas et que du coup, c'est à moi de développer ma spiritualité en m'inspirant de ces cultures pour me souvenir comment moi je co-crée avec la terre sous mes pieds, comment moi je me souviens de mes ancêtres. Là, je suis 100 derrière, je suis 100 voilà, attirée, j'ai confiance et je sais que l'avenir du monde, enfin, le monde a un avenir. Parce qu'en fait, c'est marrant, hein, j'ai eu cet exemple il y a quelques jours, nouvelle au Canada où, 1er jour au Canada, j'ai failli me mettre à pleurer, j'étais dans un magasin, enfin voilà et une dame bien gentille qui se met à me parler. Enfin mon accent bien français, elle comprend que je suis française, elle me demande si je suis du Québec ou de la France. Hem Et elle me parle d'une excursion à Paris il y a 20 ou 30 ans, et elle me dit que enfin bref, on parle du langage. Je sais plus ce qu'elle me dit, mais on parle du langage et je lui dis que c'est dommage que tout s'anglicise comme ça et que même moi, après 10 ans passés à l'étranger, rentrée en France, je me rends compte à quel point les mots anglais sont utilisés. Il y a plein de mots français, enfin j'ai entendu des gens en français dire: «Je viens à un meeting» et je me souviens avoir questionné ces gens-là en disant: «Mais pourquoi tu parles de meeting alors qu'on a un mot en français?» On a un mot réunion quoi, ou un voilà, rendez-vous et heu et en fait, ça paraît rien du tout parce que c'est cool de parler anglais, parce que c'est cool d'avoir une langue qui est facile à apprendre, qui permet une communication internationale, c'est quelque chose de fabuleux. Mais avec la mondialisation qui est en train de se passer, avec la mixation ça se dit? Mixité des populations, avec les voyages qui se passent, on est en train de mélanger les cultures. On est en train de mélanger les langages, on est en train de perdre les langages. J'en parle aussi dans mon livre et ce risque, en fait, c'est de perdre le langage de nos terres, le langage que notre terre locale nous a appris. Les aborigènes, c'est ça qu'ils nous enseignent, les aborigènes, les autochtones et alors, voilà, le français, c'est pas la langue natale de notre France, c'est aussi déjà quelque chose qui est né d'une colonisation, mais en perdant notre français, on perd aussi notre relation au terroir, on perd aussi notre relation à la terre. C'est pareil pour tout le monde, partout dans le monde. Si on perd notre langage natal, si on perd le langage de notre terre, on perd davantage notre relation à la terre et on perd les subtilités, en fait, du langage qui nous permettent de parler, heu, des subtilités de notre terre et de notre relation à la terre et de notre participation au vivant. Je me suis complètement étalée au-delà de ce webinaire, mais voilà, je vais m'arrêter là. Hem, est-ce que j'ai répondu au nom du webinaire Éco-anxiété, animisme et reliance?
Je sais pas, mais peut-être que vous pouvez en parler, poser des questions. J'ai pas eu l'occasion de regarder le chat. S'il y a des questions, je vous invite à les poser à voix haute ou à me dire j'ai mis une question dans le chat parce que j'aime pas me déconnecter trop de l'écran et pas être avec vous. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs personnes dans, voilà, enfin, dans l'espace ici, sans vouloir trop en dire. J'en ai déjà, voilà, c'est enregistré. Désolée, j'ai mis plusieurs noms sur le tapis, mais sur la table. Mais voilà, je connais, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des relations avec des divinités, avec des astres, avec la Terre elle-même. Euh, et voilà, et je sais que beaucoup aussi avec des cultures chamaniques d'ailleurs aussi. Donc voilà, je suis très très ouverte à tout commentaire, toute question. Voilà, s'il y a des choses à ajouter de votre part. Je sais qu'on a un beau groupe là. Enfin, comme je connais plusieurs personnes, je sais qu'il y a un beau groupe avec beaucoup beaucoup de connaissances aussi solides derrière. Donc, comme j'ai dit dès le début, je ne suis pas experte et je sais dans la salle qu'il y a des experts. Donc voilà, je me permets de le dire. Moi, je veux bien rebondir juste moi, pour étayer et confirmer ce que tu dis sur la langue et ce qu'on perd dans le français. Je sais que par exemple, moi, je suis herboriste et ce que je trouve génial, c'est que dans chaque région de France, chaque petite campagne, on va avoir des noms différents pour exprimer une même plante. Et, euh, et en fait, c'est l'expérience de nos ancêtres. Ils l'ont appelé comme ça parce qu'on l'utilisait de telle manière, parce que il se passait telle chose quand les bovins le mangeaient, etc. Et donc, en fait, de perdre, parce que du coup, on apprend les noms latins pour ne pas justement les confondre avec d'autres plantes, ce qui est génial pour à l'international pouvoir communiquer sur une même plante. Mais c'est vrai que du coup, en se déconnectant un petit peu du français et donc du nom commun vulgaire, on se déconnecte aussi un petit peu de ce que nos ancêtres connaissent de cette plante. Et enfin, moi, je sais qu'en tant qu'arboriste, c'est vraiment une grande tristesse que je vois toutes ces connaissances empiriques qui se perdent dans nos campagnes. Enfin, la Seconde Guerre mondiale a fait des désastres avec la mondialisation, etc. Mais ça a fait des désastres avec les connaissances sur les plantes médicinales et même les plantes de manière générale. Donc oui, se reconnecter à la langue, c'est une manière aussi de se reconnecter à la terre, ou en tout cas d'en être curieux. Mm. Merci, merci beaucoup. C'est ouais, c'est fort, merci. Et je me demandais, vu que tu parles de ça et que du coup je suis super intéressée, est-ce qu'il y a des ressources, parce que j'imagine que tu travailles plutôt au niveau local, donc tu sais parce que tu es sur le terrain, mais est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent être intéressantes? Et s'il y en a, est-ce que tu peux le mettre dans le chat? Oui, il faut que j'essaie d'y réfléchir, mais ouais, il y a beaucoup de ressources, il faudrait que je retrouve sur Internet, mais de manière générale, déjà, il y a des botanistes qui sont très intéressés là-dessus, mais surtout, renseignez-vous auprès des ethnobotanistes qui, euh, qui justement font ce genre de recherche dans des secteurs bien précis, qui se reconnectent à une région et qui vont faire l'histoire de l'utilisation des plantes. Souvent dans les bibliothèques je pense en Bretagne, je sais qu'à Rennes, ils ont une bonne bibliothèque régionale et il y a toute une section botanique où justement il y a beaucoup de ressources d'ethnobotaниque. Et après, je vais regarder pendant qu'on discute un petit peu ce que je peux au moins sur Internet vous transmettre qui pourrait être intéressant. Mais sinon, la meilleure chose à faire souvent, c'est d'aller parler, quand on a encore un peu de chance, il y a encore des personnes âgées qui connaissent un petit peu, c'est d'aller dans les campagnes, de discuter avec les gens et parfois, on a des mines incroyables de ressources. Voilà. Mais faut aimer, par exemple, un terroir. C'est bête, hein, mais c'est très par terroir. Enfin, moi, je suis en Île-de-France. C'est pauvre aussi, hein. Comment dire, en découverte et même en ressources là-dessus, il n'y a plus autant de personnes qui connaissent. Il y a des vieux agriculteurs en Seine-Saint-Denis ou dans le 95 à la rigueur, mais sinon, ouais, enfin, je sais que la Bourgogne, il y a beaucoup de choses, la Bretagne aussi. Mais ouais, je vais regarder un petit peu si je peux vous transmettre des choses. Merci beaucoup. Oui, ce sens de terroir, je voulais quand même ajouter quelque chose là-dessus, puisque tu l'amènes, c'est dans le livre aussi, mais je suis rentrée 3 ans en France, un peu moins de 3 ans, non, 3 ans. Et, euh, et mon retour, en fait, enfin, c'est pas été facile, mais j'ai adoré, je me suis installée en Bourgogne justement parce que je suis tombée amoureuse de la Bourgogne, littéralement.
Et je suis tombée amoureuse de ça, du terroir, mais de ces savoirs ancestraux qui sont juste là, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai croisé des gens qui parlent encore, des Gaulois comme si c'était leurs ancêtres, enfin leurs grands-parents, quoi, enfin, alors que ça date d'il y a longtemps et dans le Berry, c'est un peu la même chose, hein. Enfin, c'est campagne française. Moi, j'en suis amoureuse et heu, ouais, c'est une source de deuil énorme de pas savoir vivre dans mon pays, en fait, humainement. Mais en tout cas, ma connexion à la terre, elle est là et heu et je voulais ajouter une chose, c'est que la chose dont je me suis rendu compte en rentrant, c'est qu'en fait, avec les années passées, dans le centre australien avec les aborigènes locaux, donc il y a plein de tribus, hein, on n'appelle pas ça des tribus, on appelle ça des groupes de langage ou des groupes de langue, mais avec différents groupes, différents clans. C'est qu'en fait, chacun a sa spécialité, chacun a son terroir, en fait. Et en fait, de rentrer en France et de me rendre compte qu'on a encore ces terroirs et qu'on a encore ces savoirs locaux, régionaux, même des fois départementaux, c'est fou que les frontières, elles sont juste des frontières administratives, mais qu'en vrai, ces frontières administratives, elles sont vraiment marquées. C'est comme, enfin, je suis du Pas-de-Calais, si je passe la frontière, ça parle flamand de l'autre côté, quoi. C'est presque, la ligne est marquée. Et en fait, dans nos régions françaises, certaines régions sont marquées aussi par ce terroir, ces accents. Et moi, enfin, c'est quelque chose que je chéris au plus profond de mon ADN, quoi. C'est ma fierté, enfin, je la porte partout. J'ai cette fierté de dire, enfin, une fierté saine, attention, hein, pas prétentieuse ou autre, mais cette fierté de me dire, ça fait combien, 2000 ans à peu près qu'on a été colonisés par les Romains, que nos populations sont un mix de Gaulois et de Romains, hein, attention, mais qu'au final, de celles de Gaulois, de Romains, enfin peu importe comment ils s'appelaient, mais on est plein de tribus différentes et que ces tribus, en fait, je sais plus combien de tribus celtes gauloises il y avait en France, mais, mais que l'âme de ces tribus, l'âme de ces clans vit encore dans le terroir français parfois, quoi. Et moi j'ai trouvé ça, mais juste d'une beauté et d'une richesse énorme, après 2000 ans. Quand dans le centre australien, ça fait que 150 ans, hein, qui sont colonisés et que tout va très, très vite. Nous, notre colonisation, elle était très, très lente parce qu'il y avait pas les voitures, parce que c'était pas pareil. Il n'y avait pas la technologie, que là, aujourd'hui, ça prend des mesures, drastiques et voilà. Je voulais juste, mettre, un peu ça en lumière et aussi parce que j'aime bien faire le parallèle. Enfin, je le fais naturellement, hein, c'est pas volontaire, mais de découvrir que dans la culture, aborigène australienne, il y a des choses en commun avec l'histoire ou la mythologie française, en fait, ou européenne. Ça me fascine, donc voilà. Si je peux me permettre, d'ailleurs, alors même si on y va pour, entre guillemets, nourrir sa spiritualité, euh, ou en tout cas son lien avec le territoire, mais en France, justement, bon, je pense que c'est pas le seul pays comme ça, mais il y a souvent des associations locales qui œuvrent pour que ce soit les danses, le folklore, le Mmh. patois, enfin les recettes même. Il y a toujours des associations qui se créent et qui permettent de remettre un pied justement sur l'âme du territoire, ou en tout cas celui qui était il y a peu. C'est vrai qu'ici dans le Berry, il y en a, ça va être du patois du temps de George Sand, quoi. Mais il y a aussi les Bituriges qui étaient effectivement les Gaulois du centre de la France. Et bah, pas loin de chez nous, il y a encore une source qui a d'eux qui ont des noms de divinités gauloises dont on ne sait quasiment rien. Mais c'est vrai que quand on peut remonter le fil de l'histoire comme ça et petit à petit se reconnecter, même si on passe par des biais qui, enfin, techniquement, si on va dans une asso de danse berrichonne en ce moment et qu'on leur parle de sorcellerie ou d'ésotérisme, non, c'est pas le but du tout. Mais ça permet quand même d'en savoir plus sur ce qui faisait en fait cette terre. Et c'est vrai que ça, c'est une richesse qu'il y a dans énormément de régions encore françaises. Donc autant en profiter quand même, quoi. Mmh. Ouais, exactement, c'est qu'il y a quand même une transmission. Merci Tilia pour ces précisions, mais il y a cette transmission qui malgré tout continue et ce que j'aime aujourd'hui dans ce groupe, c'est que, voilà, la tranche d'âge, si je regarde, on est variés, mais il y a aussi pas mal de gens de ma génération et ça me rend heureuse. Parce que je me dis qu'il y a des gens de notre génération,
qui sont donc entre 80 et 90, là, qui sont justement en demande, en fait, de retrouver ces traditions et que du coup, on sert de, on sert de pont et on sert de, enfin voilà, c'est ça. Tu parlais, Marina Wells, désolée d'abîmer ton nom, mais des anciens dans le village. Et moi, je me souviens, c'est pareil, quand je suis arrivée dans le village dans lequel j'étais, le voisin d'à côté me racontait tout, il connaît tout, mais tout. C'était impressionnant, et 70 ans. Et mon délire, en fait, quand je suis arrivée, je me suis déjà dit, mais il m'a demandé si il était premier à lire mon livre. Et ce qui m'a honorée. Mais je me suis dit, il m'a demandé s'il y en avait un deuxième en cours, et je lui ai répondu, je me souviens, le deuxième, je prendrais bien un sac à dos, j'irais bien traverser la Bourgogne à la recherche des histoires locales. Et ma plus grande douleur aujourd'hui, c'est de ne pas faire ça. Mon livre, et mon deuxième livre, il a un autre sujet, mais ça fait partie de ça quand même. Et là, logistiquement, je m'imagine juste pas faire ça, mais je donnerais n'importe quoi pour savoir que certains le font. Et je me dis même, enfin voilà, s'associer avec les scouts, ou enfin les scouts qui voyagent sans arrêt à sac à dos, est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a une participation locale, en fait? Je sais que les scouts dorment chez les habitants. Est-ce qu'il y a possibilité de s'associer avec les scouts pour préserver justement des histoires qui disparaissent? Alors, étant scout, je confirme que oui, ça se fait Super, et qu'il y a il y a des choses à faire. Ça dépend des groupes locaux, ils sont très dans la localité, donc c'est ça qui est intéressant. Mais par contre, au national, enfin, en tout cas, je sais chez les scouts et guides de France, au national, il y a une dimension de préservation de la nature qui est hyper importante. Donc, ils font de la reconstruction de bâtiments anciens, ils participent à des chantiers comme ça, participatifs. Ils font la surveillance vers Marseille, la surveillance pour les feux de forêt, etc. Il y a des choses à faire. Donc, si ça intéresse des gens d'aller au local, en fait, de regarder autour de soi, il y a des choses à faire carrément. super. Merci beaucoup. C'est super. Et il y a une petite librairie à Vézelay, donc qui est en Bourgogne, qui est souvent pas très connue, mais qui est juste magnifique. La librairie de Vézelay, les trésors qu'il y a là-dedans, ça vaut le coup de faire 3 heures de route et de passer la journée là-bas. Si j'avais eu les moyens financiers, je pense que j'achetais tous les livres, et je m'autorisais à lire jusqu'à la fin de mes jours. Les trésors, c'est juste, je sais pas, c'est comme si on rentrait dans une maison de sorciers ou de sorcières, quelque chose de super mystique dans cette librairie qui est déjà sur un lieu sacré gaulois, mais voilà, qui a évolué, un lieu de départ de, comment ça s'appelle, le chemin de Compostelle. Mais ouais, la librairie de Vézelay, elle est à voir et à conseiller. Bonjour. Bonjour. Désolée que je suis arrivée en retard à la réunion, mais donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je me pose une question, en fait, depuis que je sens à quel point ça me touche de me reconnecter à des traditions et voilà, de connaître un peu des peuples qui ont des traditions très fortes, une culture très forte, ça me touche hyper fort. Et donc, j'essaye de redonner un peu de la vie dans mon quartier, à des fêtes de quartier, voilà. Et, euh, et en fait, depuis que je sens ça, j'ai une question qui est là, qui est au fait quand je suis confrontée à des villages ou des groupes de personnes qui ont cette tradition très forte, souvent quand même ça va de pair avec euh, quelque quelque chose d'assez fermé en fait, où les gens qui arrivent de l'extérieur ou qui sont, voilà, ils sont très méfiants, où il y a du racisme ou du rejet, et, euh, et je suis un peu avec ça, mais comment est-ce qu'on arrive à concilier un peu à la fois la force des racines et de la tradition et à la fois l'ouverture au reste du monde? Enfin, voilà, je sais pas s'il y a des réponses ou des pistes ou quoi. C'est une question super puissante. Merci beaucoup de l'amener ici. Je ne sais pas si j'ai forcément une réponse à cette question, mais j'ai aussi été confrontée à ça en arrivant en Bourgogne. En gros, on m'avait dit, je me souviens clairement, mon voisin me dire, mais comment tu peux aller bien? T'es pas sur tes terres ancestrales, t'as pas de racines ici.
Et en fait, j'avais pris ça assez mal parce que en fait, je traîne mes racines partout, en fait, et que en fait, ma relation au vivant, elle va bien au-delà de mes terres ancestrales. À partir du moment où je comprends vraiment ma relation au vivant, pour moi, je peux me sentir, je dirais pas que je me sens bien partout, c'est pas vrai, mais connaître ses propres racines, pour moi, c'est quelque chose qui nous permet de se connaître en profondeur. Et quand je parle de nos racines ancestrales, ça veut pas dire nos ancêtres, mais notre attachement à la terre. C'est ça aussi nos ancêtres, hein, voilà. Maintenant pour répondre à cette question, il y a peut-être quelqu'un qui a une meilleure réponse, hein, mais je trouve que ça prend du temps. Et même pour avoir travaillé avec, les peuples aborigènes dans le centre australien, on s'assoit pas et on pose pas des questions, si on veut des réponses. On s'assoit et on reste en silence. Les réponses viennent avec le temps. Et en fait, je trouve que quand on s'investit dans des villages dans lesquels on n'appartient pas forcément, ou appartenir, c'est un grand mot, mais dont on fait pas partie, quand on fait pas partie de la communauté, je pense que ça prend juste du temps. Du temps de se faire connaître, du temps de développer des relations. Bah, c'est comme n'importe, pour moi, c'est comme n'importe quelle relation, quoi. Enfin, relation amicale ou amoureuse, ça prend du temps pour construire une confiance. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, il y a peut-être d'autres personnes qui ont d'autres réponses. Mm. Si je peux me permettre, je pense que du chauvinisme, du racisme ou un sentiment d'individualité fermé, ça existera toujours parce que l'humain est comme ça. Et j'ai absolument aucune foi dans l'humain globalement. Mais euh, j'ai écrit pour rigoler, faut se bouturer comme une succulente parce que je suis quelqu'un qui, tu le sais, dans mon passif familial, a été privé de ses racines totalement. Et c'est vrai que ça me travaillait énormément de me dire, bah, en fait, j'ai été coupé au pied et on m'a posé là et débrouille-toi. Et, et c'est une personne que je connaissais à l'époque qui m'avait dit, bah, t'as te bouturer en fait. Enfin, c'est pas grave de pas avoir de terre de naissance sur laquelle on est absolument attaché. Et, et des racines, on peut toujours en créer. Et c'est vrai que nous, par exemple, on vit dans un village où il y a 112 habitants. Je ne suis pas du tout originaire du Berry à la base. L'extrême majorité des habitants, sans faire de politique, mais c'est bon droitard quand même, hein. Donc on n'est pas trop dans la même ambiance. Mais c'est pas grave en fait. Ça n'empêche pas de faire sa vie et de relier avec des personnes avec qui ça correspond. Et pourquoi pas d'essayer de ramener des copains de temps en temps. Tu le sais, la maison, elle a pour but de devenir un lieu de rassemblement pour ceux qui veulent, en fait, un petit peu comme la maison dans la chanson San Francisco. C'est vraiment le but de notre terrain, c'est ça. Et, euh, et c'est là qu'est l'important. C'est sûr que l'humain n'est pas toujours ouvert, mais il faut pas se fermer pour autant et baisser les bras, même si c'est difficile, surtout avec de l'éco-anxiété aussi. Il y a des jours où on ne peut pas, mais je pense que là où je veux en venir, c'est que c'est pas si aidant que ça de se mettre une pression de fou au quotidien pour faire des choses pour la Terre ou pour les liens. Et il y aura des gens avec qui ça marchera jamais, et c'est pas grave en fait. C'est pas voilà. Je pense que c'est ça le mot de la fin. C'est pas grave. Il faut juste avancer et trouver les bons gens. C'est ça. Merci beaucoup, Tilia. C'est chouette ce que tu partages. Et oui, c'est donc la patience, c'est aussi c'est ce que je dis toujours, on forme finalement, on forme des petites communautés de gens avec des intérêts communs. Et voilà, il suffit de trouver la bonne personne qui partage quelque chose avec nous. Moi, je sais qu'il y avait seulement un seul voisin, enfin, ou deux peut-être, qui partageaient vraiment ça, sur plus de 200. Et juste trouver la personne qui permet d'accéder à ces choses-là. Et quand on s'intéresse à des choses, finalement, on inspire les autres aussi. C'est ça. Et finalement, si on inspire les autres, c'est ce que je dis toujours, c'est que ce soit en période d'élection ou autre, c'est pas d'aller dire aux gens ce qu'on doit faire, ce qu'ils ont à faire, ce qu'il faut qu'ils fassent pour changer les gens ou changer des comportements en tout cas. On peut pas le faire ça, mais c'est en étant soi-même et en étant aligné à nos valeurs qu'on peut devenir une inspiration pour les autres en fait. Et
Ouais, moi je sais que je me braque si quelqu'un vient et me dit: «Fais ci, fais ça». Que par contre, si je vois quelqu'un qui vit d'une façon que j'admire, ça m'inspire et j'ai envie de suivre, en fait. Et comment dans notre partage, ancestral et traditionnel, en fait, on trouve ça, on trouve ces ressources et on vit de cette manière-là. Donc voilà, Céline, je sais pas si ça aide, mais c'est des éléments. Mhm. Oui, oui, merci. Et puis, c'est chouette de réentendre que euh, bienvenue à ce qu'il y ait plein de gens qui adhèrent pas, en fait, aussi. Et que c'est ça qui fait la richesse et qui fait qu'on tombe pas dans quelque chose de fermé, de régionalisme. Parce que moi, j'habite à Bruxelles, dans un quartier près de la forêt, qui permet de faire comme un village. Mais et voilà, et parfois on se lamente de dire oh, et tous ces gens qui viennent pas à nos fêtes et tout. Et en fait, voilà, ça me rappelle que c'est plutôt pas mal, en fait. Ça laisse ouvert et la richesse. Mmh. Voilà. Mmh. Merci. Merci beaucoup. Et je pense que ça va revenir aussi, hein, parce que, depuis 2020, je fais tout ce qui est guérison ancestrale, qui est très, très commun, au Canada, aux États-Unis, un peu en Australie. C'est très, très, très développé aux États-Unis parce que justement, il y a cette recherche de racines. On est aussi sur des terres colonisées aussi où les ancêtres viennent d'ailleurs, enfin les ancêtres qui ne sont pas autochtones viennent d'ailleurs, hem, en Europe et du coup, il y a il y a pas que l'Europe, hein, il y a ailleurs aussi, mais je généralise et du coup, il y a ce besoin de se relier aux racines et pour moi, en fait, avec la mondialisation qui est en train de se passer, même en France, on a beau être sur nos terres ancestrales pour beaucoup d'entre nous, il y a une mixité de population absolument énorme et il va y avoir un moment où ça va peser aussi et tout ce qui est guérison ancestrale ou besoin de reliance aux racines et aux vivants, ça va grandir et là, moi, je le vois, hein, j'ai de plus en plus de gens qui me contactent, hem, de milieux plutôt divers et de tout âge, alors qu'il y a 4 ou 5 ans, j'avais comment dire? Un profil particulier de personnes qui me contactaient. Que maintenant, l'âge est plus varié, j'ai l'impression qu'il y a des personnes plus jeunes qui me contactent. Avant, c'était pas ça, la moyenne d'âge, c'était 60 à 70 ans, hein. Les gens avec qui je travaillais au départ, c'était plutôt ça et là, vraiment, donc je sens que ça va changer aussi et qu'il y a une espèce de j'ai pas envie de dire une mode, mais comme on devient plus bruyant à ce niveau-là, parce que de toute façon l'éco-anxiété va devenir quelque chose de public, on va en parler de plus en plus. Je pense que ça va, raviver quelque chose et que justement Céline, tu vois, les fêtes que tu organises, il y aura peut-être je me permets de te tutoyer, pardon, je tutoie tout le monde maintenant. Mais les fêtes que tu organises, il y aura peut-être, plus d'entrain en fait, ou plus d'envie de venir, d'ici enfin quelques années en fait. Donc voilà, juste une façon de te dire: «Accroche-toi», voilà. Il faut qu'on s'accroche toutes, tous, voilà. Ah! Je ne sais pas si c'est le moment, mais j'aurais bien aimé revenir sur, ce qu'on disait au début sur, les troubles, neurodéveloppementaux. Je sais qu'on en a un peu discuté dans le chat, mais c'est vrai que, moi, j'étais pas forcément complètement d'accord et en même temps, je pense que c'est quand même en lien avec ce que tu disais. Si je prends l'exemple du TDAH, Mmh. donc je sais, il y a des gens qui se demandent si, il y a de plus en plus de gens qui sont concernés ou s'il y a de plus en plus de gens qui sont diagnostiqués et quelle est la valeur de ce diagnostic. Et en effet, comme, j'ai pu moi en parler avec des personnes parce que je suis, sujette à ce trouble, le terme de trouble justement, il est dû à notre société. C'est-à-dire qu'en fait, la société qu'on a actuellement, en effet, elle n'accepte pas ce genre de personnes, alors que ce genre de personnes, quand on retrouve depuis, des milliers d'années, dans plein de peuples autochtones et en fait, c'était une richesse parce que c'était des personnes qui voyaient le monde autrement, de la même manière que les personnes autistes ou que les personnes intersexes, dans et en fait, c'est juste, notre société qui le présente comme, quelque chose de problématique parce que, c'est, pas la normalité et la normalité, c'est en fait, ce qui fonctionne bien dans la société et qui apporte de l'argent, qui apporte, de la plus-value au capitalisme. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, le fait que le mot «trouble» soit pas pertinent, mais bah, en fait, si on était dans un monde, de bisounours, oui, on n'aurait pas besoin de le nommer comme ceci, mais
d'en voir les possibilités grâce justement à ce que nos ancêtres ont pu enfin, ils ont pu en profiter d'une certaine manière. C'est bien aussi peut-être d'essayer de retrouver pour faire ce lien entre, c'est pas un trouble, mais en même temps, dans la société, ça fonctionne pas bien. Comment on peut réussir à mettre ces avantages que ça avait en tant que chez les chasseurs-cueilleurs ou même tout peuple qui était beaucoup plus proche de la nature, de se dire comment on peut le mettre en place de nos jours. Et peut-être que ça fera les herboristes et les ethnobotanistes de demain. Enfin, c'est moi ma manière de voir les choses, mais je suis sûre que, enfin voilà, j'étais d'accord avec Azur qui disait qu'il fallait pas nier les difficultés, et en même temps, je suis d'accord avec le fait qu'il faut réussir juste à le réintégrer autrement. Et peut-être que nous qui sommes, enfin, qui sommes sensibles à cette connexion à la nature, peut-être que c'est à nous de montrer les clés pour le réintroduire en positif. Oui, merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. J'aime beaucoup en anglais, il y a des choses en anglais qui sont bien quand même. Je sais que un handicap, en français ça se dit handicap, mais en anglais ça se dit disability. Et j'aime bien parce qu'on commence à utiliser le terme, moi je n'utilise plus du tout ce terme disability, mais different ability. Donc des habilités différentes en fait. Et c'est ça, c'est ce que Nathalie disait, c'est un autre fonctionnement. Et c'est justement quand on est diagnostiqué avec un trouble ou autre, au lieu de parler de désavantages et de complications, et ben comment justement on fait état de ces différentes habilités, de ces forces, et comment on trouve une manière de les intégrer. Alors les intégrer dans la société, c'est compliqué parce que, comme tu disais, voilà, vivre dans une société capitaliste où c'est orienté sur la production et que la plupart des gens diagnostiqués n'ont pas cette même notion de production ou de fonctionnement, ça crée des dissonances, mais il y a quand même c'est comment en fait on arrive à réadapter la société à nous en fait. C'est surtout, je dis nous parce que enfin, je suis sur un spectre aussi et je sais pas, j'ai pas été diagnostiquée, mais je veux dire, je fonctionne pas dans le monde dans lequel on vit. Hein. Enfin, c'est pas voilà. Donc, mais oui, voilà, c'est comment en fait on parle de différentes habilités plutôt que de dire j'ai un trouble, j'ai des habilités différentes, je suis capable de. Plutôt que de dire je suis sur un spectre et je ne fonctionne pas dans cette société. Voilà. J'ai envie de dire, bah non, j'ai différentes habilités et ma façon de fonctionner est tac, tac, tac. Et c'est changer le vocabulaire, en fait, autour de tout ça, je pense. Mais voilà, enfin, comme tu disais, comme Azur disait, oui, ne pas négliger et ne pas ignorer les difficultés que ça apporte à vivre, justement, dans cette société. Elles sont là. Et c'est important. Je veux dire, c'est la même chose que être sur les trottoirs français. Et enfin, je regarde, ici, c'est des villes plus nouvelles, donc des passages. Moi, je vois, je dois appuyer sur un bouton pour traverser la rue et il y a un son qui se met. Donc, si j'étais aveugle, ça me dirait, c'est bon, c'est sûr, tu peux y aller, quoi. En France, on n'a pas ça. En France, aller avec un fauteuil roulant sur les trottoirs qui font 10 cm, c'est compliqué, quoi. Et c'est en fait, voilà, c'est exactement la même chose, en fait. Quand on regarde le plan physique, logistique, et le plan émotionnel, c'est la même chose. C'est que euh, c'est pas la personne sur un fauteuil roulant qui va pouvoir s'adapter à un trottoir qui fait 10 cm avec des pavés, quoi. C'est au système et c'est au collectif d'adapter ces rues et ces trottoirs pour accueillir une personne en fauteuil roulant. Et donc, en fin de compte, c'est la même chose pour des personnes qui ont des symptômes voilà, enfin, d'habilités différentes. C'est comment la société adapte, en fait, à sa façon d'accommoder ou de servir ou je trouve pas le mot juste, mais d'accueillir, d'intégrer, ouais, d'intégrer, de nous intégrer. Je mets nous, j'aime bien, avec fierté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres partages qui souhaitent est-ce que vous avez d'autres partages pendant que c'est enregistré ou est-ce que je peux arrêter d'enregistrer et puis laisser place à des partages plus voilà, je veux dire quand j'enregistre, c'est que ça va être distribué à tous ceux à qui j'ai envoyé, à une 50aine de personnes. Donc voilà, ces questions, ces discussions vont être visibles, donc c'est super parce que je trouve que c'est riche. Donc si vous avez encore quelque chose de riche à apporter, que vous souhaitez apporter à plus de personnes que voilà, le groupe qui est présent, n'hésitez pas. Sinon, dans une minute, j'arrêterai d'enregistrer et on pourra entrer, si vous le souhaitez, dans un espace plus privé.
Oui, moi, je voulais ajouter un truc. C'est que du coup, j'ai un petit peu étudié l'autisme Asperger. Bon, en surface, hein, c'était juste pour connaître le syndrome dans ses différentes caractéristiques. Et du coup, ça fait que quand tu as étudié ça, eh ben, tu arrives plus facilement à reconnaître les gens susceptibles d'être Asperger. Après, je suis pas psychiatre. Mais j'ai pu observer que dans le domaine du chamanisme, de l'animisme, spiritualité, géobiologie, tout ce qui touche, tu vois, à la spiritualité, aux esprits, à la terre, en fait, il y a énormément de gens qui sont, à mon sens, Asperger. Et donc, bah, j'ai une hypothèse comme ça qui m'est venue. Alors, ça n'engage que moi, mais je me demande si les gens comme nous, en fait, sont pas là pour réguler les sociétés, justement, par cette reliance plus aisée qu'on a avec la terre et les esprits, via plus de sensorialité, une hypersensorialité qui souvent est de l'ultrasensorialité, la sensibilité, voilà, qui fait qu'on peut plus facilement faire le pont entre le monde, entre guillemets, non humain, invisible, et le monde matériel de la société. Et bon, après, je sépare pas la société forcément de la nature, ça dépend comment elle est menée. Mais voilà, je pense que on est différent parce qu'on est là un petit peu pour mettre le haut là, un peu comme des gardiens. Et donc, je pense que dans le cadre des peuples premiers, on est peut-être plus susceptible d'être des régulateurs, des harmonisateurs, justement, entre le monde naturel et le monde de la société. Mm. Le monde humain Voilà, est plus qu'humain. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. C'est une belle réflexion aussi. Merci. merci. Euh, Moi, je veux bien rajouter quelque chose si c'est possible. Mhm. Euh, Ces dernières années, je me suis vraiment interrogée, moi, sur justement nos racines ici en France, en Europe, et les miennes notamment. Et en fait, à un moment donné, ça ne me suffisait plus mes racines avec mes arrière-grands-parents que j'ai tous connus. Et donc, je me sens riche de cette enfance avec eux, pour certains dont je ne me souviens pas, mais ils ont été présents. Et je me suis dit à un moment donné, mais en fait, d'où nous venons de la région ici, et quelles sont les reliances avec mes ancêtres. Et en participant à différentes rencontres chamaniques notamment, euh, tous parlent de leurs ancêtres. Et ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, mais mes ancêtres, qui sont-ils au-delà de mes arrière-grands-parents? Et voilà, ce que tu abordes ici, ça répond vraiment à cette question, à cette appartenance celtique, gauloise. Et du coup, ça m'a invité à chercher un petit peu qui était ici. Là, je suis de la Sarthe. Alors ici, à la Sarthe, ce sont les Aulerques Cénomans, d'où le nom de la ville du nom, le Cénoman. Euh, et en même temps, maintenant, je me dis, ça suffit pas, j'aurais encore aller plus loin. Mais en même temps, cette quête, elle, euh, elle est intérieure, en fait, et savoir simplement qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici. Mm. Donc, savoir qu'on a, c'est de pouvoir cueillir comme ça à travers les plantes ou à travers, je sais pas, à travers la communication. Et puis ces réseaux dans les villages, j'ai vraiment appris ça. C'était intéressant de savoir qu'il y a des groupements qui conservent des savoirs anciens à travers notamment ces personnes âgées qui nous apportent leur savoir, vocabulaire, je sais pas, une recette de cuisine. Et, et quelque part, dans ce que je comprends, dans cette notion, souvent, dans ce qui était rituel, nos ancêtres conservaient ces, ces secrets pour, euh, pour une certaine, pour pas que ça soit déformé, ils le conservaient. Et j'ai l'impression que c'est une notion qui est conservée aujourd'hui, ce qui fait que ça peut devenir difficile eh bien, justement, de les distiller, de les recevoir un petit peu à l'image de ce que tu expliquais par rapport aux Amérindiens qui viennent en Europe et nous donner leurs secrets de chamanisme, en fait. Et la plupart, pour certains, sont pas chamans. Donc, effectivement, et là où effectivement, ils peuvent être rejetés par la communauté. Et ça me fait penser à ça. Mais aussi dans nos campagnes, il y a des secrets et des choses qui se disent pas. Et bien souvent, nos campagnes aujourd'hui, j'ai l'impression, sont aujourd'hui investies par des gens qui arrivent de la ville, qui ont besoin de se reconnecter à la nature, mais qui savent rien. Et ça crée des problématiques. On entend notamment ces problématiques avec le son des cloches, des coqs, l'odeur des épandages. Tout ça, ça dérange et ça crée des problèmes jusqu'en justice.
Euh, alors, c'est le retour à la nature, on n'emmène pas avec soi les lois de la ville, en fait, c'est vraiment d'écouter là où on est et d'être dans l'échange, le partage avec les autres et s'adapter à la culture rurale. Euh, et bien souvent, on a du mal justement à s'associer, parce que même si nous, on a vraiment cette approche, cette envie d'être au cœur de la nature, de comprendre la nature, comprendre les animaux, de les observer, les ressentir, eh bien, ceux qui sont en place dans le village sont pas natifs, arrivent des villes, et ça leur parle pas, cette histoire de connexion à la nature. Mais je disais, le fait de s'y connecter, d'en parler, d'avoir une approche bienveillante avec eux, eh bien, ça peut apporter cette envie de découverte, de s'approcher de quelque chose d'inconnu. Bon, ça peut aussi occasionner du rejet. Ce soir, là, je vois qu'il y a des approches qui émergent, des connaissances qui effleurent comme ça les esprits. Et je trouve que c'est très rassurant. C'est très rassurant de connaître ses ancêtres, cette reliance-là, et puis que ça commence à être un besoin, parce qu'effectivement, cette notion-là dont tu parles, la solo-nostalgie, je ne connaissais pas, c'était l'éco-anxiété. Donc ça peut exprimer beaucoup de mal-être dans la société, de ces gens qui déconnectent complet et qui font une décompensation et qui perdent pied complètement. Merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié apprendre et avoir cette nouvelle lecture. Enfin, une lecture un petit peu plus étendue. Merci beaucoup. Merci Karine. Et j'ai juste remis le mot, c'est solastalgie si tu veux regarder un peu plus. Mais oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton apport ici. Voilà mon échange. Je me permets juste, je ne sais pas si on m'entend, mais c'est toujours le problème de savoir si on m'entend ou pas. Pour renouer avec ses ancêtres plus loin que, que ses grands-parents, il y a Azel, avec qui j'ai fait 2 fois des ateliers, une fois en présentiel et une fois en ligne, qui fait des ateliers justement renouer avec ses ancêtres, et où on explore les 4 branches. Et ça va beaucoup plus loin, ça peut être des ancêtres même qui ne sont pas humains, mais ça permet vraiment de retrouver une forme de racine, effectivement, et de lien avec des êtres, merci pour la lumière, avec des êtres pour lesquels on n'a plus accès, en fait. On n'a plus accès, que ce soit par les registres ou par quoi que ce soit, ça va vraiment beaucoup plus loin. Et c'est à chaque fois, ça a été extrêmement enrichissant de faire ces ateliers-là. Donc voilà, je fais de la pub pour Azel qui ne fait pas de pub pour elle-même. Merci, merci beaucoup. Et juste, tu me rappelles qu'il faut peut-être que je fasse un peu de pub avant de couper l'enregistrement. Mais merci, oui, effectivement. Karine, enfin, après, voilà, il y a plusieurs personnes ici dans le groupe, dans la salle, qui me connaissent par ce biais-là. Mais oui, merci, effectivement. Donc, j'offre donc des séances individuelles en ligne, pour le moment en ligne, jusqu'à mon retour en France de temps en temps, où je viens de offrir des travaux de groupe, des rituels. Mais j'offre aussi donc séances individuelles qui permettent de se relier à ses ancêtres au-delà des 5 générations, donc lointains, et des ateliers de reconnexion vivant qui sont vraiment basés sur ce webinaire en fait, hein, où on est plus dans la pratique, mais voilà, à travers l'idée de ce webinaire. Donc la première séance en général de tous mes ateliers va être ce webinaire, un condensé de ce webinaire. En fonction de si on travaille avec les ancêtres ou avec le vivant ou avec le lieu, je vais l'adapter. Mais en gros, c'est ça, ce webinaire, c'est vraiment un condensé des ateliers que j'offre en ligne. Except qu'il y a la différence, c'est que j'offre des pratiques pendant les ateliers, des exercices et des moments de partage. Enfin, voilà. Merci beaucoup, Thielia. Et puis merci beaucoup à toutes et à tous. Je vais arrêter l'enregistrement, comme ça on peut, ceux qui veulent rester peuvent rester un moment. J'ai encore à peu près 10 minutes. Voilà.